Salut à vous, chevaliers et moines errants. Vous entrez dans la 36e chambre du cinéphage. Un bazar étrange où on aime se perdre dans les méandres du cinéma asiatique. Salut à vous les cinéphageux et les cinéphageuses. Voici tout beau, tout chaud, le 3e épisode de la 36e chambre du cinéphage. Alors cette fois-ci, après avoir parlé d'un film de kung-fu et d'un tokusatsu, nous allons partir dans une nouvelle direction pour cette fois-ci parler d'animation japonaise. Et nous allons précisément parler de la série d'OAV Cyber City de Yoshiaki Kawajiri. Avant de commencer, voilà les présentations comme d'habitude. Voilà, je suis Aurélien. Bonjour tout le monde et puis bonjour Johan. Salut Aurélien, comment vas-tu? Très bien. Enfin, de toute façon, c'est un plaisir de parler de Kawajiri, un réalisateur qu'on apprécie énormément. Et donc pour commencer, est-ce que tu te sens de pitcher donc ce Cyber City Oedo 808? Bien sûr. Eh ben, écoute, donc ça se passe comme son sous-titre l'indique, ça se déroule en 808, donc pour 2808, donc dans un futur très très lointain, comme le suppose la date. Et en fait, donc c'est en fait pour lutter contre la criminalité qui est devenue informatisée. Donc c'est la cyberpolice de la ville japonaise d'Oedo qui a relancé la pratique féodale de l'omen. Donc c'est-à-dire qui consiste à employer des criminels endurcis ayant des antécédents d'infractions de haute technologie et d'autres crimes tels que le meurtre en tant qu'officier. Donc c'est-à-dire qu'ils vont donc parmi ces 3 prisonniers, donc il y a Sengoku, Gogol et Benten qui purgent chacun environ une peine de 300 ans de prison dans un pénitencier spatial. Et s'ils acceptent de travailler pour la cyberpolice qui est dirigée par Juzo Hasegawa, pourront avoir à chaque mission accomplie une réduction de peine. Et en sachant que s'ils ne réussissent pas la mission de peine dans un temps qui leur est imparti, les colliers qui sont implantés sur leur corps en fait exploseront. Donc cet OAV va nous emmener justement dans le quotidien de ces trois on va dire trois flics, on va dire 3 flics mercenaires, je pense qu'on pourrait les appeler comme ça. Et donc en sachant que en fait c'est un OAV, c'est-à-dire un film d'animation destiné au marché vidéo. Donc comme il y en avait énormément à cette époque, dans les années 80-90, et même là on l'appelle souvent même l'âge d'or des OAV. Et donc c'est un OAV composé de 3 épisodes. Et en fait, chaque épisode a la particularité d'être centré sur l'un des 3 membres en fait. Donc ce qui fait que chacun est mis à égalité et a un peu son moment d'honneur. Je pourrais le dire un peu maladroitement. Donc on a un épisode, le premier, donc, qui est centré sur Sengoku, on pourrait dire que c'est une sorte de Die Hard-like, dans lequel justement il doit aller libérer les otages dans une tour, dans un immense gratte-ciel. Le second, centré sur Gogol, en fait c'est ce dernier qui rencontre une de ses son ancien amour et qui est aux prises avec, et que lui va être aux prises avec un espèce de cyborg d'un nouveau cri créé par l'armée. Et le dernier, donc, c'est Benten qui enquête justement sur 3 assassinats qui en fait se retrouvent être perpétrés par un vampire. Ok, très bien. Donc là, en fait, avant de commencer à traiter Cyber City et Kawajiri, je vais faire un petit retour en fait sur ce qu'est un OAV, même si tu l'as mentionné il y a quelques minutes. Alors en fait, les OAV, qu'on appelle aussi OVA,
ça désigne des productions donc destinées à l'exploitation vidéo. On peut considérer ça un peu comme l'équivalent animé du V-cinéma japonais. Donc voilà, ce cinéma live destiné à l'exploitation vidéo, qui est un type de production dans lequel ont commencé des cinéastes de renom tels que Kiyoshi Kurosawa ou Takashi Miike. Et ça a été un marché, en fait, l'OAV, et le V-cinéma aussi d'ailleurs, l'OAV ça a été un marché très important, principalement de la deuxième moitié des années 80 jusqu'au milieu des années 90. D'ailleurs, le premier OAV date de 1984. C'est un animé de SF réalisé par un grand nom, hein, puisqu'il s'agit de Mamoru Oshii. C'est un animé de SF qui se nomme Dalos, son univers impitoyable. Souvent, les OAV, donc, c'est des formats qu'on pourrait qualifier de moyen métrage. Ils durent généralement entre une demi-heure et 1 heure. Comme pour le cinéma live, c'est dans ces productions destinées à la vidéo qu'on trouvait le versant le plus exploitation, on dira, de la Japanimation. Et versant exploitation dans lequel s'inscrit clairement le cinéma de Kawajiri. En fait, pour résumer très grossièrement, on peut dire que c'est de l'animé bourrin avec du gore et du cul. Mais voilà, c'est vraiment pour résumer grossièrement, parce que dans les OAV de l'époque, il y avait absolument de tout et dans tous les genres. On avait donc pas mal de trucs qui n'étaient pas forcément bien foutus, mais plutôt rigolos si on est un peu déviant. Mais on avait aussi droit à des OAV sous forme d'expérimentation graphique assez hallucinante. En disant ça, je pense par exemple à des OAV qui étaient réalisés par Rintaro, qui est devenu un peu un spécialiste en la matière. Et on avait aussi de nombreuses pépites qui étaient conçues avec un vrai savoir-faire d'artisan de série B dans le sens noble du terme, on dira. Et les Cyber City dont on va parler aujourd'hui s'inscrivent clairement dans cette dernière catégorie. Après, les OAV, on en a eu beaucoup en France dans les années 90, notamment grâce à des collections de VHS qui ont connu un certain succès en vidéoclub, qui était la collection manga vidéo. Donc dans laquelle on trouvait voilà pas mal de Kawajiri, du Cyber City, tout ça, et puis beaucoup d'animés, comme je disais, tendance exploitation. D'ailleurs, on se souvient tous, enfin en tout cas ceux qui étaient là à l'époque, avec émotion de ce générique d'ouverture de la collection manga vidéo qu'il y avait avant chaque animé, qui était un montage d'images, on dira, assez brutale, violente et choquante sur une musique de Sepultura qui était le Refuse Resist. Je pense que ce montage a marqué beaucoup de personnes, et j'imagine que tu confirmeras. Je confirme. même si je vais être très honnête, j'ai découvert cet univers bien plus tard que toi. Et c'est vrai que comme beaucoup, j'ai vu ce fameux logo bien après coup via YouTube, qu'on remerciera jamais assez. Et je comprends pourquoi ça a traumatisé des générations entières. Oui, d'ailleurs, aux auditeurs les plus jeunes, s'ils ne connaissaient pas, je vous invite à aller voir sur YouTube voilà, le générique d'intro de manga vidéo, ça fait toujours son petit effet. Et ensuite, il y avait eu une autre collection de VHS avec les mêmes titres qui se nommait Manga Mania, qui était une sortie de manga vidéo pour le marché des maisons de la presse, le pluraliste, tout ça, où ils avaient changé justement le générique de début. Et là, c'était un générique avec un ton, on dira, plus épique, qui était monté sur une musique de Verdi. DRS. Qui est justement, exactement, qui est la musique qu'on entend dans Mad Max Fury Road, dans Battle Royale, voilà, et même dans le documentaire Dans la peau de Jean-Claude Van Damme. Exactement, ouais. Et très sympa aussi ce montage d'intro. Voilà, bon, maintenant qu'on a un peu contextualisé les OAV, on peut attaquer Cyber City. Pour commencer, de quoi voudrais-tu parler à propos de Cyber City ? Tout simplement du principal artisan derrière cette réussite, qui est Yoshiaki Kawajiri, qui est donc un cinéaste, comme on dit très souvent, qu'on aime énormément. On en parle d'ailleurs souvent en dehors des émissions, puisque donc pour faire simple, parce qu'il a quand même une grande carrière. Pour faire simple, c'était un ancien assistant de Osamu Tezuka. Qui en fait par la suite a fondé notamment avec Rintaro et bien d'autres grands noms le studio Madhouse, et on peut dire qu'il a fait, on va dire, sa plus grosse partie de carrière justement on va dire au milieu des années 80 jusqu'au début des années 2000 en fait. C'est un cinéaste qui, moi je trouve, manque énormément à l'animation actuelle, et en fait tu parlais à juste titre d'approche de la série B. On peut dire que
Si je devais faire une analogie un peu cavalière et un peu grossière, je dirais que si aujourd'hui on a tendance à penser que Miyazaki, ça serait un peu l'équivalent en animé de ce qu'avait pu être Akira Kurosawa, moi Kawajiri me fait beaucoup penser, et même dans son approche de la mise en scène, à un cinéaste comme Keiji Mizumi, qui était justement en fait un artisan du cinéma d'exploitation japonais, très reconnu aujourd'hui, mais une sorte de Kenji Mizumi de l'animation japonaise, en fait, du cinéma d'exploitation d'animation japonais. Et en fait, donc, il avait déjà fait co-réalisé un premier long métrage que je n'ai pas vu, qui s'appelle Lensman, mais on va dire que vraiment le film qui va le faire connaître auprès d'un public de fans, c'est The Wicked City, donc la cité interdite, qui en fait va poser vraiment le style qui va faire sa patte et qu'on va reconnaître, on va dire, dans toutes ses productions à venir. Donc qui sort en 1987 dans les salles japonaises, c'est important de le préciser, puisque beaucoup de choses qu'on a pensé être des OAV chez nous en Occident, dans certains cas, c'était aussi des sorties salles. Et la cité interdite n'y fait pas exception. Et donc qui est tiré d'un roman de Hideyuki Kikuchi, qui est donc l'auteur et le créateur de Vampire Hunter D, et qui raconte en fait l'histoire justement d'un agent de sécurité qui doit escorter un démon dans un Tokyo un peu souterrain, etc. Et donc ce qui va après être le début d'une carrière qui va se poursuivre avec Demon City Shinjuku, qui est un peu moins cité, mais qui pour moi est, et je pense pour toi aussi, on peut le dire, le meilleur Avatar de New York 1997. Et après, donc, Oui, même si... ouais, attends, je te coupe 2 secondes. Même si New York 1997, d'une certaine façon, je pense qu'on en reparlera, c'est vraiment une œuvre oui. qui influe sur toute la carrière de Kawajiri, dans le sens où les Cyber City sont d'une certaine façon un avatar de New York 97, tout comme peut l'être aussi Ninja Scroll avec le personnage de Jubai qui renvoie énormément à Snake Plissken. Ben, en fait, il le dit lui-même, c'est un très très grand fan de John Carpenter. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand tu prends justement La Cité Interdite, que c'est un film qui date de 1987. Et il y a 2 points communs avec Carpenter, c'est-à-dire qu'il est l'un des premiers à ma connaissance à citer justement Kawajiri, donc à citer le cinéma de Carpenter, notamment The Thing, puisqu'il y a une espèce de tête humaine arachnoïde, à une époque où justement le film de Carpenter, à ma connaissance, n'était pas encore réhabilité. Donc c'est vraiment un des premiers qui justement a rendu hommage de manière intelligente et personnelle à un film qui était encore à cette époque mal considéré. Et, oui, parce que les vrais savent. Voilà. Et par la suite, donc il y a aussi un deuxième point, c'est que la cité interdite, de par ses thématiques, c'est-à-dire l'idée d'un monde souterrain, etc. C'est un peu comme Invasion Los Angeles de John Carpenter qui sortira 1 an plus tard, c'est-à-dire un film des années 80, mais qui annonce tout le cinéma et les thématiques qui vont infuser dans la pop culture des années 90. Beaucoup de cinéastes vont s'inspirer, mais ça, on en reparlera après. Donc pour en venir à Cyber City, ce qui va être intéressant, c'est qu'il avait déjà traité l'univers du cyberpunk dans son OAV Gogo Midnight High, mais on sentait qu'il y avait vraiment un ascendant de Bushi Terasawa, puisque c'était une adaptation de l'œuvre de Bushi Terasawa, le créateur de Cobra, qui était quand même assez présente. Alors que là, on sent que même si c'est un projet qui avait été pensé à la base, donc je parle pour Cyber City, comme ce qu'on appelle une franchise transmédia, c'est-à-dire qui à la base devait être un OAV, une série de livres, un jeu vidéo, on sent que c'est vraiment un projet qui est beaucoup plus on va dire, ancré dans la personnalité de Kawajiri. On retrouve justement déjà avant même l'histoire, moi ce qui me fascine toujours chez lui, c'est la manière qu'il a de poser des ambiances urbaines de manière, on va dire, très atmosphérique, en misant beaucoup sur la couleur, à tel point que on dit dans le monde de l'animation japonaise qu'il y a ce qu'on appelle le bleu Kawajiri, qui est une espèce de bleu tamisé très atmosphérique avec ces espèces de néons, de manière à ce que ça crée quelque chose d'assez harmonieux, à la fois bourré de détails, mais en même temps très éthéré. Et je trouve aussi que là où aussi on retrouve bien sa patte en termes d'animation, ça va parce que pour moi c'est un vrai génie du découpage. C'est pas un hasard s'il a eu autant d'influence dans le cinéma d'animation, mais surtout du côté du cinéma live.
parce on va en reparler, mais on peut dire que c'est un cinéaste de cinéastes, c'est-à-dire un cinéaste qui est connu surtout d'autres de ses confrères, mais qui ne vont pas hésiter à s'en inspirer ou à lui rendre hommage. On citera lesquels bien plus tard. Mais dans le cas de Kawajiri, moi, ce qui me fascine, c'est que on peut dire vraiment, c'est dans Cyber City, c'est que c'est encore une fois une œuvre qui va jouer sur les limites de l'animation, enfin, du moins de ce ce qui était possible de faire pour lui dans le budget les temps imparti, de manière totalement virtuose. Et moi, je considère Kawajiri comme un cinéaste expressionniste. Quand je dis expressionniste, c'est-à-dire que on parle beaucoup à juste titre dans le cinéma d'horreur ou même dans le cinéma noir justement de l'influence de l'expressionnisme allemand, mais dans l'animation, pour moi, celui qui s'en rapprocherait le plus, c'est Kawajiri, parce que c'est quelqu'un qui va arriver à créer un découpage à la fois dynamique et viscéral en misant sur l'obscurité, sur des contraintes en fait, sur des contraintes pour limiter les détails, notamment l'obscurité, les flashs lumineux, la profondeur de champ, et même un découpage que parfois à des moments je considère presque comme du Hitchcock, c'est-à-dire qu'il joue énormément sur la valeur des cadres avec la rythmique de l'animation, et en cela je pense qu'il pousse encore plus loin une approche que moi je retrouvais chez Osamu Dezaki, donc le réalisateur de Lady Oscar et encore une fois de nombreux épisodes de Cobra. Kawajiri et de Golgo 13, et de Golgo 13 qu'on reparlera parce que c'est quand même aussi un drôle d'animé. Et justement, je trouve que Kawajiri lui pousse vraiment les potards à fond en fait, de cette approche très stylisée, et en même temps, je terminerai dessus. C'est en fait ce qui est intéressant, c'est que je considère que c'est une œuvre quelque part de transition qui va amener à Ninja Scroll en fait, puisque l'une des thématiques de Kawajiri, on peut le dire, c'est l'héroïsme, mais on va dire l'héroïsme un peu malmené, c'est-à-dire que il y a des résonances avec, on va dire alors ça fait un peu cliché de dire ça, mais je suis désolé, j'ai pas d'autre mot, avec tout ce qui est le Bushido, le code d'honneur des samouraïs, etc., mais qu'il va refaçonner et retravailler, notamment, on va dire, dans les caractéristiques de ces personnages, quitte à malmener souvent de manière très subtile, un peu comme un cinéaste franc-tireur le ferait, la thématique du héros pour la recréer, en fait, d'une façon, disons, beaucoup plus noble. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un décorum d'exploitation typique de l'animation de l'époque, mais en sous-main, en fait, il arrive toujours à détourner le truc par des petites touches ou justement dans l'agence, on va dire, les points narratifs de ces histoires. Oui, oui, très, très bien vu. Et d'ailleurs, je vais rebondir en fait sur ce que tu disais sur le style de mise en scène et de découpage de Kawajiri, parce que je pense que c'est intéressant, voilà, de se pencher sur ça. Alors effectivement, dans son œuvre et en particulier dans des OAV tels que les Cyber City, on est clairement face à de l'animation à relativement petit budget. Et en fait, il faut le savoir, parce que Kawajiri va jouer très intelligemment avec des contraintes, et voire même avec des contraintes qu'il s'impose lui-même. Et je m'explique. C'est-à-dire que le style graphique de Kawajiri, quand on regarde par exemple son character design, c'est un style qui est bien plus réaliste et détaillé que ce qu'on a l'habitude de voir dans des character design de la plupart des animés. Si on regarde le style de dessin de Kawajiri, il est entre guillemets finalement peut-être plus comics que manga tel qu'on se le représente en règle générale, des personnages avec des traits plus marqués, plus réalistes. Et pour revenir à ce que je disais, en fait, ce style plus réaliste, détaillé, est par définition plus difficile à animer qu'un style plus dépouillé, plus simple, tel qu'on voit dans la plupart des autres animés. Et étant donné que c'est plus difficile à animer, Kawajiri il opte pour un découpage qui est souvent à l'économie, où par exemple, si on regarde les personnages durant les scènes de dialogue, les séquences d'exposition, tout ça, ils vont être assez peu animés. En fait, c'est seulement ce qui est nécessaire, les mouvements importants qui vont être animés. Par contre, ces mouvements nécessaires, ils sont toujours animés avec soin et précision. N'oublions pas que Kawajiri a débuté comme animateur clé. Alors en fait, un animateur clé, pour expliquer un peu, c'est celui qui dessine les étapes, les postures les plus importantes d'un mouvement. On peut dire qu'il détermine le style et le rythme de l'animation. D'ailleurs, on appelle aussi l'animateur clé un chef animateur.
Et juste une petite parenthèse, il faut différencier ce poste de celui de l'intervalliste qui, à partir des dessins de l'animateur clé, va dessiner les images manquantes afin de fluidifier l'animation. Donc voilà, comme je disais, il y a vraiment une grande précision, quelque chose de très minutieux dans le travail d'animation de Kawajiri, même si des fois c'est assez peu animé. Finalement, comme je disais, seulement ce qui est nécessaire. Le style de Kawajiri, comme tu le disais, on le reconnaît aussi par rapport à sa façon d'aborder les couleurs. Par exemple, les éclairages et les couleurs, il y a un côté très contrasté avec des noirs très profonds et beaucoup de zones d'ombre. Par exemple, Kawajiri, il joue énormément sur des ombrages à des fins dramatiques. Ça peut être pour appuyer la tension musculaire d'un personnage ou pour faire apparaître progressivement une menace qui va sortir de l'ombre. D'ailleurs, il est très inventif pour faire apparaître des menaces dans l'ombre. Il y a toujours des idées assez folles chez lui. Et donc, il y a toujours un gros travail sur la gestion de la lumière chez Kawajiri, que la lumière soit fixe ou en mouvement. Et tout comme avec la lumière, Kawajiri joue aussi beaucoup avec la représentation des éléments. Ça va être principalement le feu et le vent. Et donc les éléments chez Kawajiri, ils participent vraiment à faire vivre la séquence et à la dramatiser, dans le sens où cette mise en avant des éléments accompagne souvent les moments forts du récit et souligne aussi les enjeux dramatiques. Et d'ailleurs, je trouve que ça participe à apporter de la vie dans l'univers froid et métallique qui nous est présenté, et aussi à dynamiser et incarner donc certains passages où les personnages sont assez statiques. Voilà, c'est vraiment les éléments, le jeu sur les éléments qui va faire vivre tout ça. Et généralement, c'est très bien pensé. Après, par contre, je parlais d'animation à l'économie, mais c'est pas toujours le cas, parce que chez Kawajiri, il y a bien sûr des moments d'action qui sont complètement dingues. Et là, tout le travail sur les éléments dont on parlait précédemment, et lors des scènes d'action, accompagné par une animation des mouvements qui devient hyper détaillée. Et le tout, en plus, accompagné de choix de découpage, donc voilà, de cadres, de, entre guillemets, mouvements de caméra, etc., qui sont hyper spectaculaires et dynamiques. D'ailleurs, je trouve que très peu de réalisateurs savent aussi bien valoriser l'action que Kawajiri. Par exemple, je pense à ces plans qui sont un peu devenus sa marque de fabrique et qu'on retrouve dans quasiment tous ses films. C'est ces plans où la caméra va capter l'action enfin la caméra entre guillemets bien sûr parce que c'est de l'animé, mais j'imagine que vous comprenez, où la caméra va capter l'action via des mouvements qui sont à la fois virevoltants et très près des corps. C'est une façon de filmer en fait qui est quasiment impossible à reproduire en live, enfin à moins d'avoir recours à des doublures numériques. D'ailleurs, ce que Del Toro a très bien compris lorsqu'il a ouvertement rendu hommage au style de Kawajiri dans Blade 2 en 2002, où tu as des plans qui ressemblent vraiment justement à ces plans signature de Kawajiri, où par exemple tu vas avoir une posture très stylisée, très comic book en fait, qui va être filmée via des mouvements en fait, comme je disais, assez virevoltants et qui arrive à capter en fait le moins de détails de cette posture en tournant de façon impossible, donc comme je disais, à retranscrire en live autour de la posture du personnage dans le mouvement. Et donc dans Blade 2, ce type de plan est fait via des doubleurs numériques. Donc voilà, c'était le point Del Toro. Ça va devenir une habitude, puisqu'on en a déjà fait un la semaine dernière. Et d'ailleurs, chez Kawajiri, ce type de plan est souvent accompagné d'un fond stroboscopique. Donc vraiment, il va y avoir une lumière clignotante blanche, souvent en arrière-plan, et qui va donner une sorte d'impression de ralenti, quelque chose d'assez hypnotique, tout en étant très impressionnant. Voilà, donc ça c'est vraiment une des marques de fabrique de Kawajiri. Bah écoute, ça va être très difficile de rebondir après ça parce que je pense que là, au niveau du travail de la mise en scène de Kawajiri, tu as superbement bien expliqué que on retrouve ça très très bien dans Cyber City. Alors, je vais peut-être plus rebondir sur ce que je disais en ouverture sur, on va dire, plus les styles thématiques de Kawajiri. Donc, ce que moi je trouve très intéressant, c'est qu'il y a souvent en fait un contraste entre un environnement ultra moderne et on va dire quelque chose de beaucoup plus ancien, comme tu l'as dit, les éléments de décor qui donnent souvent naissance à des monstres, etc. Et en fait, donc ça, on peut justement y retrouver toute une tradition liée au yokai, mais plus globalement à la pensée animiste qu'on a souvent donc au Japon, qui est inscrit dans l'inconscient collectif japonais. Et je trouve que la manière dont il a utilisé justement, comme tu l'as dit très bien, des fins cinématographiques est souvent excellente. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que
par rapport aux autres, c'est-à-dire que tu as encore ça dans la Cité Interdite, comme dans Demon City Shinjuku, tu as justement ces mégapoles ultra-modernes, mais en même temps avec quelque chose qui est de l'ordre des yokai, qui crée justement ce contraste assez violent, c'est-à-dire que ça aurait pu être déjà des films cyberpunk en fait, tu vois ce que je veux dire, puisque contrairement à Cyber City, la Cité Interdite et Demon City Shinjuku ne sont pas des cyberpunk, bien que le décorum puisse y faire penser. Là, c'est différent. Là, en fait, on est clairement dans du cyberpunk, et en fait, ce qu'il va garder, on va dire, de l'aspect ancien, c'est justement cet aspect, comme on disait en début, c'est-à-dire domaine. Et en plus, justement, ils ont alors je le prononce très mal et je tiens à m'excuser, ce qu'on appelait le JT, donc qui est l'arme traditionnelle et le symbole d'autorité dans l'ancienne police d'Edo, qui fait justement ce pont justement entre, on va dire, c'est à la fois quelque chose de tourné vers l'avenir et en même temps quelque chose qui est tourné vers le passé. Ce qu'on va retrouver effectivement, notamment ce qui va être accentué par la suite dans le dernier épisode où il est clairement question de vampires. Alors quand je disais que c'est un film pour moi personnellement de transition et qui va amener sur Ninja Scroll d'un point de vue thématique, c'est parce qu'en fait c'est dans la représentation des personnages principaux. C'est-à-dire que tu as Sengoku qui effectivement est la tête brûlée un peu justement typique, qu'on peut s'imaginer typique d'un héros. C'est un peu, en fait c'est celui dans la bande qui je trouve se rapprocherait le plus d'un dur à cuire à la Snake Plissken. Après, Gogol, c'est vraiment plus lui la caricature, on va dire, un peu volontaire, un peu, tu sais, un peu bodybuildé, très musclé. Et puis dans ces deux-là, en plus de ces deux-là, tu as Benten, qui lui est justement est beaucoup plus fin, enfin qui est ouvertement androgyne et qui lui joue sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la confusion des genres, qui justement annonce quelque part le personnage de Jubei Kibagami dans Ninja Scroll, qui tranche physiquement avec la représentation, on va dire, de la force physique, et à tel point qu'on pourrait imaginer que dans Ninja Scroll, ça pourrait être Gogol versus Benten quelque part dans la représentation. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est souvent, alors Kawajiri, c'est quelqu'un qui a souvent un point de vue, on va dire, assez décalé par rapport au genre en fait qu'il inscrit. Alors il y a aussi une démarche un peu postmoderne puisque comme on disait, notamment dans le deuxième épisode, il y a la première victime du cyborg qui est envoyé par l'armée. Il a carrément, on va dire, la tenue de Max Rokatansky dans le premier Mad Max. C'est évident et tout. Mais en fait, ce que je voulais en venir, c'est que c'est souvent en fait des récits de genre dynamités de l'intérieur. C'est-à-dire que sur le premier segment, qui est justement s'inscrit dans la lignée des Die Hard-like de l'époque, en fait, tu as la révélation finale qui en fait crée un contraste assez sarcastique et assez noir par rapport à, on va dire, le côté tentaculaire de la tour, en fait, de sa fonction omnipotente. Dans le second, lorsque tu as un truc très mélancolique sur Gogol qui était jusqu'à présent présenté comme on va dire un giga dur à cuire et tout, qui en fait, en revoyant son ancien amour, il y a un aspect très introspectif, très nostalgique qui se dégage en fait. Et dans le troisième, c'est carrément, on va dire, une histoire d'amour contrariée entre Benten et justement celle qui pourchasse en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le Kawajiri relance en fait à chaque fois, il y a une volonté de mettre en perspective un récit qui s'inscrit effectivement dans des genres ultra codés, là en l'occurrence le cyberpunk. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que pour ma part sur Cyber City, c'est qu'il pousse les tropes, comme on dit dans le langage scénaristique, du cyberpunk à fond les bananes. Mais genre plus. C'est-à-dire effectivement la cité tentaculaire. Alors, on n'est certes pas sur du Akira, mais il y a quand même cette idée de pousser les potards à fond, c'est-à-dire que à tel point que ça en devient iconique. Je veux dire, c'est souvent des figures iconiques qui sont poussées dans leur ultime retranchement. Notamment donc la cité tentaculaire, la corporation, ou justement le cyborg, etc. Ou même l'idée justement de l'immortalité dans le troisième épisode. Et ce qui fait que ça donne le fait qu'en fait ils poussent les potards à fond à travers des histoires en apparence très simples et très linéaires, en fait donne cette impression
qu'il va jusqu'au bout des choses, mais d'un point de vue, encore une fois, visuel. C'est-à-dire que chez Kawajiri, tout ce qui est de l'ordre du symbolique ou on va dire, de la mise en perspective justement du récit passe exclusivement par le visuel et notamment par le chara design, la manière dont il agence ses événements et tout. Ce qui est génial, moi je trouve, c'est-à-dire que justement à travers la mise en scène, le travail de mise en scène que tu as très bien décrit, des fois il joue sur des contrastes, c'est-à-dire qu'au début tu peux être ultra galvanisé par les scènes d'action, et puis quand elles se terminent, tu peux être à la fois dégoûté par la violence qui s'en dégage, et c'est vraiment ce que veut faire Kawajiri, et en même temps il y a un côté très amer en fait pour les personnages, quand bien même ils sont présentés comme des guerriers indestructibles. Et c'est en ça que je trouve ça très intéressant, je trouve cette manière un peu subversive d'assumer le genre tout en se l'appropriant de manière personnelle. Et ce que je voulais dire aussi, c'est-à-dire qu'il pousse tellement les potards à fond que ça devient un summum pour moi d'imagerie cyberpunk, et qui en fait quelque chose qui est très vivant. Dans un univers qu'on imagine très froid technologiquement, il arrive à en faire quelque chose de très vivant. C'est l'inverse total d'un Denis Villeneuve sur Blade Runner 2049, qui lui aseptise totalement le truc. Là, Kawajiri, lui, c'est au contraire, c'est justement une éloge de ce genre que moi je trouve superbe. Et je rajouterais justement une chose, c'est-à-dire que si je dis Denis Villeneuve par rapport à Kawajiri, c'est que malheureusement, du fait qu'en fait Kawajiri travaille souvent dans le cinéma d'exploitation, résultat, et du fait que justement c'est souvent des histoires d'action SF, malheureusement, et qu'il assume ce côté-là, malheureusement, ça le condamne malheureusement à être perçu un peu de haut, c'est-à-dire un peu comme tous les cinéastes qu'on a kiffés, puisque justement il n'a pas une approche, on va dire, guindée ou distinguée, et au contraire, justement, lui c'est quelqu'un qui aime le genre fondamentalement au point qu'il en a fait toute sa carrière, et au contraire a une volonté de le magnifier. Kawajiri, c'est clairement quelqu'un qui a une approche pulp et qui aime ça, justement. Quand tu lis des interviews de Kawajiri, quand il parle de cinéma japonais, par exemple, il dit que il trouve qu'un film comme Les Sept Samouraïs, par exemple, que c'est un film qui est immense, voilà, qui est parfait, qui est un monument, mais que sa sensibilité personnelle et ce qu'il a envie de faire, ce serait plutôt, pour rester chez Kurosawa, Yojimbo, qui finalement est plus un pur divertissement avec des codes finalement plus B, on dira. Oui, il n'a pas du tout la prétention d'un Denis Villeneuve, mais par rapport à ce que tu disais sur Blade Runner 2049, ce que je trouve intéressant, c'est que qu'il s'agisse de Blade Runner 2049, et que tout comme toi, ce qui est un film que j'apprécie pas beaucoup, voire pas du tout, mais tout comme Cyber City, c'est un film qui décrit vraiment un monde cyberpunk peut-être encore plus déshumanisé que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que la présence humaine est vraiment réduite. On a vraiment l'impression que la ville, c'est une espèce de prison de métal à perte de vue dans laquelle l'humain a quasiment disparu. Enfin, quelque chose d'extrêmement aliénant. Et ce que je trouve intéressant dans Cyber City, c'est que finalement, dans cet univers là qui est totalement déshumanisé, où l'humanité, enfin les quelques humains qu'on voit sont finalement est littéralement rongé par le cynisme, et même les personnages principaux, les trois héros sont des êtres qui paraissent cyniques en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces trois personnages, en tout cas, je trouve que d'une certaine façon, ils incarnent comment dire ça, on pourrait dire les trois centres du corps humain. Donc en opposition vraiment à ce monde déshumanisé. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que Sengoku, c'est un peu le bourrin instinctif de la bande. Donc lui, on pourrait dire qu'il incarne les tripes. Gogul, pour moi, c'est clairement le cerveau de l'équipe, en fait. C'est un génie de l'informatique. Benten, lui, c'est clairement le plus sentimental le personnage le plus sentimental des trois, puisque son opus, c'est clairement une histoire d'amour. Et donc, Benten pourrait dire qu'il représente le cœur. Voilà. Même si, après, c'est pour résumer grossièrement, parce que les personnages sont pas unilatéraux, et il y a bien sûr du sentimentalisme dans le traitement de Gogul, etc. Donc, oui, tu voulais dire... En fait, ce que je voulais te dire, c'est que justement, c'est pour reprendre ce que tu as très bien dit, c'est-à-dire que le contraste vient des personnages, en fait. Quand tu parlais de Google, moi, ce que je trouve génial, c'est que sur le papier, c'est une caricature un peu de mec à la Schwarzy et tout,
mais c'est celui qui en fait là où il est le plus malin, c'est quand c'est pas tellement dans l'action, c'est plutôt quand il utilise ses capacités en informatique d'intellectuel. Et ça, je trouve ça assez bien vu en fait de la part de Kawajiri de jouer sur des figures connues et de les retourner de l'intérieur. Je voulais rajouter un truc, c'est que la dernière histoire d'amour avec Benten, quelque part, elle est symptomatique de l'approche sentimentale de Kawajiri parce que c'est souvent des histoires d'amour très, très introspectives. Alors personnellement, c'est pour faire une petite discrétion. euh, je me demande s'il n'a pas été marqué par le quatrième opus de la franchise Baby Car. Pour ceux qui ne le Mm. connaîtraient Et pas, il apprécie beaucoup les baby carts, en tout cas. Il en parle plusieurs fois en interview. parce que justement, en fait, tu as le quatrième Baby Cart, c'est en fait Ogami Ito qui rencontre une guerrière justement, et en fait, ça donne lieu à un portrait de femme, en fait, un vrai portrait de femme, mais très, très mélancolique, qui est prisonnière de sa condition, etc. Et ça, je me demande si ça n'a pas imprégné toute l'œuvre de Kawajiri, si ça l'a pas marqué au fer rouge, parce que c'est une figure que tu retrouves dans toute son œuvre que ce soit dans La Cité Interdite, dans Ninja Scroll et dans celui-là notamment, dans Cyber City. Tu as cette idée de personnage féminin, prisonnier de sa condition et qui justement cherche à s'en extraire, mais qui malheureusement dans les films, souvent on n'y arrivera pas. Enfin, ça dépend des œuvres en fait. Et c'est quelque chose qui, quelque part, je trouve, humanise grandement ces films en fait et apporte un plus-value non négligeable. C'est vrai qu'effectivement, souvent à la fin de ces films, notamment celui-là, donc pour ce qui est du troisième segment, quand tu termines, c'est assez mélancolique en fait. On va pas vous spoiler, mais la fin te met plus dans un état de mélancolie que d'euphorie en fait. Et Ah c'est oui, non, mais presque elle est magnifique existentiel. cette fin. Enfin, je veux Mais dire, c'est très ce plan existentiel. avec le dans l'espace. Ouais. Mais je trouve ça très, très existentiel en fait. Mm. La manière en plus dont il amène les persos à regarder l'autre. Enfin, je trouve, enfin l'autre, enfin les héros sont amenés à regarder leurs semblables et tout. Je trouve ça assez percutant. Et Mm. ce que je voulais dire, c'est que tu parlais de cinéma de genre. Il est aussi un grand fan de Kinji Fukasaku. Et en fait, il citait souvent les films. Alors, ce qui est marrant, je pense il est fan de la période des années 70, mais quand je voyais souvent les interviews, notamment sur Ninja Scroll ou sur les films les autres films qu'il a pu faire, il parle souvent de ses films les moins aimés de la carrière de Fukasaku, et notamment donc Samouraï Réincarnation et La Ah légende oui, du Ninja samouraï Scroll, c'est quasi. comme Ouais. influence. Bah ouais, Ninja Scroll, c'est de toute façon, c'est basé sur la même histoire à la base que Samurai Reincarnation. Il y a énormément d'idées de Ninja Scroll qui viennent de l'adaptation de cette histoire par Fukasaku, donc Samurai Reincarnation, ouais, c'est évident. Par rapport à ce que tu disais, voilà, sur l'aspect sentimental de Kawajiri, en fait, il y a quelque chose que je trouve aussi très intéressant chez lui, c'est que quand on voit ses œuvres, ben voilà, il y a vraiment un côté série B d'action, voilà, avec une caractérisation des personnages qui est très simple, très carré, qui va à l'essentiel et tout, mais il y a une autre sensibilité qui se confronte à ça chez Kawajiri et je trouve qu'il donne vraiment une singularité à son œuvre, quelque chose de très intéressant, c'est que chez Kawajiri, il y a aussi toujours une forme de romantisme, on pourrait dire macabre, gothique, qui est clairement hérité de la littérature du 19e siècle. Et cette sensibilité, on la retrouve, je trouve vraiment très fortement dans le troisième OAV, donc celui dont tu parlais avec les vampires, qui peut être vu comme un brouillon de Vampire Hunter D. Vampire Hunter D, en gros, c'est le chef-d'œuvre de Kawajiri avec Bloodlust, Ninja Scroll. précisons. Ouais, Vampire Hunter D, Bloodlust, celui qu'il a fait en 2000, oui, qui est voilà l'œuvre majeure de Kawajiri avec Ninja Scroll, j'aurais tendance à penser. Et d'ailleurs, ce côté voilà fantastique, gothique, c'est quelque chose qu'on retrouve pas seulement dans le troisième OAV de Cyber City, mais un peu dans toute la série, étant donné qu'on peut voir chaque épisode comme une version cyberpunk de figure majeure en fait du fantastique. C'est-à-dire que le premier, ça peut faire penser à un Die Hard-like, comme tu disais, mais c'est un Die Hard-like qui tourne autour de la figure du fantôme. Le deuxième OAV, ça s'inspire de la créature de Frankenstein, voire du golem. Et le troisième, comme on l'a dit, c'est le vampire. Donc voilà, il y a toujours cette sensibilité gothique chez Kawajiri.
Et c'est intéressant parce que, comme je disais, ça se confronte clairement à une autre forme de cinéma qui est assez éloignée en fait de cette sensibilité, c'est-à-dire le film d'action entre guillemets brut. Et Kawajiri, il a une façon voilà de créer des héros qui sont voilà des personnages taciturnes, durs à cuire, qui s'expriment principalement dans l'action et qui sont, on dira, plutôt très badass. Et selon ses propres dires, en fait, cette caractérisation des personnages, ça lui vient du western. Quand il était enfant, il était passionné par le western et justement, il dit, dans une interview dans la revue HK, il dit apprécier fortement les films de John Sturges, Walter Hill et Robert Aldrich. On voit vraiment des types qui faisaient des films qui sont très carrés et, comment dire, virils, entre guillemets. Côté cinéma japonais, voilà, il cite, on en a déjà parlé, Yojimbo, la saga des Baby Cart, et puis, bien sûr, comme on en a parlé aussi, il y a l'influence de John Carpenter, et en particulier New York 1997, qui se répand sur toute son œuvre. Et après, pour terminer avec le petit jeu des influences, il y a aussi le film noir hollywoodien. Donc ça, on retrouve ça principalement dans Wicked City, mais aussi dans les Cyber City et dans d'autres œuvres. On parlait de la femme fatale, qui est une figure qui est récurrente dans son œuvre. Et il y a aussi la mise en scène des séquences d'intérieur, en fait, où il y a vraiment toute une tension psychologique qui passe, comme on le disait plus tôt aussi, par éclairage très contrasté, qui dramatise la séquence. Enfin voilà, il y a une forte influence aussi du film noir. Et ce qui est très fort chez Kawajiri, un peu comme chez d'autres grands cinéastes, c'est qu'il y a finalement une sorte de mash-up d'influences diverses et variées, mais qui vont fusionner parfaitement pour créer un style inédit et cohérent, un peu comme, même si c'est pas du tout le même cinéaste, un peu comme John Woo, où finalement tu as de la comédie musicale classique hollywoodienne ou du Jacques Demy qui va se confronter à du Shang-Chi, du Peckinpah, du Melville, enfin des choses qui paraissent des fois à la base pas si compatibles que ça, mais que le réalisateur arrive finalement à fusionner pour créer quelque chose de totalement nouveau et surtout de cohérent, parce que il sait ce qu'il fait, ça incarne quelque chose, ça a un sens en fait, ce mélange. Oui, donc écoute, encore une fois, c'est très difficile justement de rebondir après ça, parce qu'encore une fois, tu as super bien résumé Kawajiri et l'intérêt qu'on peut porter à Cyber City. Je rajouterai juste deux petites choses pour ma part. C'est quand on parlait tout à l'heure justement on va dire, qui pousse les potards à fond en termes de tropes du cyberpunk. Ce que moi je trouve, donc soit la corporation, machin, enfin la technologie, les, les bad guys dans des tours qui surplombent la ville entière, enfin bon, etc. La robotique, etc. Moi, ce que je trouve intéressant, comme tu l'as très bien souligné, pour rebondir sur l'aspect film noir, c'est que je pense que c'est ce que tu as très bien dit, l'aspect atmosphérique qui se dégage justement des scènes d'intérieur, elle vient justement de cette espèce d'aspect film noir qui détonne en fait. Alors, il y avait déjà eu ça dans le cyberpunk, parce que tu prends Blade Runner, effectivement, Blade Runner, ça a popularisé cette imagerie d'un point de vue symbolique. J'irais même plus loin, j'irais même dire que la fameuse lumière bleutée de Jordan Cronenweth dans le film de Ridley Scott, qui a infusé sur tous les représentations du cyberpunk, ou du moins des futurs un peu sombres encore aujourd'hui. Je trouve que Kawajiri, il en a conscience, mais il l'utilise à fond justement. En fait, tu sens qu'il l'a reproduit pour la travailler jusqu'au bout. Au point, on a beaucoup parlé justement de la lumière bleutée. Moi, je rajouterais une chose, c'est que moins dans celui-là, puisque celui-là, on reste quand même sur des teintes bleutées, mais dans la Cité interdite, il y a aussi beaucoup une utilisation du rouge, ou des couleurs un peu pourpres, le violet, qui fait en fait que tu as presque l'impression, j'ai envie de dire, de voir du giallo en fait. Par moment en fait, dans l'utilisation notamment des scènes horrifiques qui sont à la lisière du hentai, il faut quand même le dire. Mais justement, c'est justement cet ensemble, on va dire esthétique, qui crée justement ce résultat qui imprègne la rétine. Ce qu'on retrouve aussi dans les Cyber City, c'est même quand tu parlais à juste titre de l'horreur, c'est que justement tu as ce côté horreur mais technologique. Alors, c'est pas aussi, comment dire, organique que ce que tu pourrais avoir chez un Tsukamoto, par exemple, ou même chez
un Otomo, mais sur Akira, mais tu as quand même cette idée-là en fait. Et je trouve en fait surtout que ce qui appuie la force on va dire de cette démarche-là, c'est tout ce qui est de l'ordre du chara design et de la DA, c'est-à-dire que c'est objectivement en animé, ce qui est génial, c'est que même des designs qui peuvent paraître datés aujourd'hui passent beaucoup mieux qu'en live en fait. Et en ça, je trouve que le film, enfin que cette série d'OAV, qui est pourtant très courte, et encore une fois, on le répète, c'est vraiment des petites histoires qui peuvent paraître très simples et très courtes, tiennent encore magnifiquement bien la route aujourd'hui, j'ai envie de dire. Carrément. Et d'ailleurs, concernant la simplicité des histoires, c'est-à-dire que oui, Kawajiri, c'est vraiment un type qui pense sa narration dans l'action. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait faire un lien, enfin même si c'est un peu tiré par les cheveux, entre l'approche de l'action de Kawajiri et celle des chorégraphes réalisateurs du cinéma hongkongais. Oui, bien Je sûr. vais m'expliquer. C'est-à-dire que en tant qu'animateur clé, Kawajiri, il pense sa narration et l'écriture de ses personnages avant tout en termes d'action. Enfin, c'est clairement le mouvement, la façon dont les personnages appréhendent l'espace, agissent dans une situation donnée qui raconte l'histoire. D'ailleurs, j'ai une citation à ce propos. C'est Kawajiri, donc dans une interview donnée pour la revue HK, enfin, que je vais citer, je pense, à chaque numéro de ce podcast, parce que la revue HK, c'est le bien. Et dans la revue HK, Kawajiri, il dit ce qui m'importe, c'est la façon dont les personnages vont devoir réagir en fonction de l'univers où ils évoluent. Et ensuite, il dit quand je travaille sur un film, je construis d'abord une scène d'action dans laquelle le personnage principal dévoile quelques-unes de ses techniques de combat. À ce niveau, il n'est pas encore question de graphisme, seulement de chorégraphie. Le dessin commence à intervenir dans la phase suivante quand je cherche les éléments graphiques qui vont me permettre de mettre l'accent sur certains points de cette base chorégraphique. J'introduis alors les éléments dramatiques du script. Il ne faut pas oublier que le cinéma d'animation est avant tout un cinéma du mouvement. C'est l'action qui motive l'intérêt d'un dessinateur, rarement la dramaturgie. Oui, puisque finalement la dramaturgie, il exploite de façon différente puisqu'elle est incluse dans l'action. Et d'ailleurs, c'est amusant de constater que Kawajiri, donc c'est un réalisateur qui, avec d'autres de l'époque et du studio Madhouse, généralement comme Rintaro, c'est un réalisateur qui a clairement contribué à faire évoluer le langage de l'animation japonaise, alors qu'il ne voulait absolument pas devenir réalisateur. J'ai une citation à propos de ça. Donc voilà, Kawajiri, dans la même interview, il dit je ne voulais absolument, avec absolument en majuscule, pas devenir metteur en scène. Je manquais d'assurance, je ne comprenais pas grand-chose à cette discipline, particulièrement en ce qui concerne le découpage. Ce qui est dingue alors que c'est un génie Oui. du découpage, cet homme. Mon storyboard de Lensman n'avait d'ailleurs rien de cinématographique, les plans se succédaient exactement comme les cases d'un manga. Et puis on m'a invité sur le projet Mani Mani, c'était un film à sketch et j'avais la charge d'un segment très court, une histoire de SF qui ne devait pas excéder 10 minutes, ce qu'on appelle dans notre jargon un short. La science-fiction est un genre qui me passionne et le format court était tout indiqué pour que je tâte à nouveau la mise en scène. Et c'est là que j'ai compris qu'avant de penser la réalisation en termes techniques, il fallait développer une vision, un univers, puis essayer de les retranscrire le plus précisément possible en s'appuyant sur les outils que le cinéma met à notre disposition. Je rajouterais une dernière chose, c'est que c'est vraiment un summum en fait. Enfin, c'est vraiment même les fans de Kawajiri disent que c'est une de ses réussites majeures. Et je suis tout à fait d'accord. En plus, je trouve que c'est une œuvre qui est intéressante au-delà de Kawajiri, mais je trouve dans le cyberpunk, puisque comme j'avais lu justement par les liens que tu m'avais refilés, c'est que c'est une des dernières œuvres de cyberpunk qui est produite dans la bulle économique du Japon. Et après, en fait, donc comme c'était le cas justement de Akira ou de Bubblegum Crisis, c'est-à-dire justement où le Japon est présenté comme quelque chose d'assez comme une superpuissance, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup, c'est un des derniers qui représente ça. Et après, justement, on va aller vers un déclin entre guillemets du genre, et ou du moins, en fait, on va aller vers une représentation qui est beaucoup plus déjà qui joue davantage avec les codes du genre pour instaurer une dimension qui est, on va dire, plus existentielle, voire plus ouvertement existentielle et contemplative.
Et tu vois, je me dis que l'étape suivante, c'est effectivement Ghost in the Shell. C'est Mamoru Oshii. Certes, il y avait ça aussi déjà dans Pat Labor 2, notamment. Mais je me dis que voilà, si on veut voir le brouillon entre la première période du cyberpunk, c'est-à-dire tout ce qui est les Akira et Tetsuo, etc., et après tout ce qui va être Ghost in the Shell, Avalon, etc., voilà le parfait entre deux. Le film. Euh, la création, c'est-à-dire ces trois OAV représentent l'entre-deux, qui justement, voilà, amène à Ghost in the Shell, etc., par des petites touches, justement, comme on a dit, du fait que le style de Kawajiri est un peu introspectif, il y a quand même des petites phases de contemplation. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un mec qui fait comme, tu sais, un peu Michael Mann, qui est dans une sorte d'hyper-réalisme dans son traitement de l'image. Mais je dirais que chez Kawajiri, il y a quand même cette idée d'immersion par les détails et le réalisme pour créer cette sensation introspective qu'on va retrouver de manière beaucoup plus frontale justement chez Mamoru Oshii, comme je viens de le dire. Voilà. Ouais, mais d'ailleurs, tout comme chez Oshii et Michael Mann, voilà, ces passages contemplatifs, un peu introspectifs, vont vraiment, comme on le disait plus tôt, passer par une mise en avant, enfin une mise en scène très forte, une représentation très forte, des éléments en fait qui vont être, comment dire, un peu comme une extension de la psyché des personnages. Et sinon, oui, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est clairement une œuvre majeure en fait du cyberpunk japonais de l'époque. C'est l'époque où il y avait beaucoup d'OAV, donc voilà, les Bubblegum Crisis, les Megazone 23, AD Police, Angel Cop, tout ça. Et Cyber City, oui, un petit truc en plus qui fait que, comme tu le dis, ouais, on pourrait le voir un peu comme une sorte de chaînon manquant entre ces œuvres de cyberpunk et ce qui se fera ensuite dès la moitié des années 90. Et aussi, juste pour terminer, voilà, pour rigoler un peu, ce qui est cool aussi dans Cyber City, c'est que il y a clairement ce côté par moments assez poétique dans la représentation des éléments, tout ça. Mais faut pas oublier non plus que c'est quand même aussi du gros film d'action bourrin avec des personnages badass qui balancent des fois des punchlines, mais qui sont très très grasses. Là, il y en a une que je retiens et que j'ai envie de citer, c'est quand t'as Sengoku qui fait Benten, si tu croises un vampire, surtout pisse pas dans ton froc, et que Benten lui répond je t'emmerde, tu serais pas capable de reconnaître un putain de vampire même si t'en avais un pendu à tes burnes, alors ferme-la et laisse-moi faire mon boulot. Voilà, voilà. Voilà, je pense qu'on a pas mal abordé Cyber City et l'œuvre de Kawajiri. En tout cas, voilà, un petit panel représentatif. Et donc, est-ce que tu aurais une œuvre, donc Alors, un OAV, une œuvre cyberpunk japonais ou un Kawajiri, fin de ton choix, à proposer alors avant comme toute chose, recommandation? dire que le Cyber City est désormais disponible en Blu-ray. Ce qui n'était pas le cas depuis des années, y compris, et même chose pour The Wicked City et donc la Cité Interdite et Demon City Shinjuku. On vous le dit parce que vu qu'il faut quand même le dire, moi j'ai découvert cet OAV et les premiers Kawajiri je peux le dire, hein, je pense sur YouTube via des transferts de RIP, de vieilles RIP VHS. Donc en fait, le fait de pouvoir maintenant les voir dans des copies absolument magnifiques, parce qu'on peut le dire, vu que la couleur, le travail sur la couleur est très très important chez Kawajiri, franchement, si vous pouvez vous les procurer, n'hésitez pas. Alors quand je dis Blu-ray, bien évidemment, c'est du Zone 1 ou c'est la version japonaise, quoi. Mais non, non, franchement, si vous pouvez vous les procurer dans des bonnes conditions, surtout n'hésitez pas et foncez parce que c'est vraiment un cinéaste qui mérite vraiment le plus bel écrin pour voir ses œuvres. Voilà. Oui, mais Donc, d'ailleurs, j'ai une question à te poser parce que tu disais soit c'est du zone 1, soit c'est du japonais. Après, il faudrait peut-être que je vérifie, mais les Cyber City, ils sont pas sortis en zone 2 anglais ah récemment? si, je crois. Chez Anime, je crois. Je crois que c'est le nom de Oui, l'éditeur. c'est ça. Et donc peut-être qu'on les aura en France parce que Anime, ils sortent aussi des films sur le marché français, donc croisons les doigts. Mais par contre, en France, c'est dispo depuis 2005-2006 à peu près dans un coffret DVD justement avec Wicked City et Monster City.
Le coffret, il me semble il est toujours disponible, on le trouve à des prix tout à fait raisonnables. Après, la copie, c'est pas aussi beau que les copies Blu-ray, mais je pense que ça peut aussi faire le taf si on veut découvrir voilà, les premiers Kawajiri en tout cas. Pour la reco personnelle, ben écoute, j'ai choisi une œuvre de Kawajiri qui moi me touche dans le sens où elle est très à part dans sa filmographie. Donc c'est le segment, si je dis pas de bêtises, dans Espace, si je dis pas de bêtises, qu'il a fait c'est une adaptation donc du Phénix de Osamu Tezuka. Et en fait, donc c'est une série de segments. Donc le précédent est réalisé notamment par Rintaro et Ouais, celui gros chef-d'œuvre le précédent. qui est vraiment un chef-d'œuvre. Je te rejoins totalement. Et donc celui qui a réalisé Kawajiri, qui est le segment qui se déroule dans le futur, c'est un vrai petit ovni, on va dire, dans sa filmographie, qui est, comme on le disait, plutôt orienté vers l'action et l'aventure. Puisque là, c'est un huis clos, on va dire, on va dire un huis clos de science-fiction sur des astronautes qui finissent par échouer sur une planète sur laquelle ils tombent sur comment on pourrait dire ça, une espèce de végétation un peu bizarre qui va finir par on va dire qu'il va finir par avoir leur peau. Pour faire très simple, on peut le dire, bien que ce soit adapté de Tezuka donc du Phénix de Tezuka, c'est très difficile de ne pas penser au film de Ishiro Honda, Matango. Et par extension, c'est clairement voilà, un film qui ressemble au Matango de Ishiro Honda, donc qui était l'histoire de naufragés échoués sur une île qui tombaient face à des monstres champignons, et donc c'est le même procédé ici, appliqué à une végétation extraterrestre, et ça reprend, on va dire, la même thématique subversive et qui te met vraiment mal à l'aise qu'il y avait dans Matango, et qui par extension tu vas retrouver aussi dans Alien, dans The Thing, dans The Mist, etc., ou dans Annihilation récemment, enfin dans tous ces films-là en fait. C'est ces espèces de huis clos de SF qui interrogent la part sombre de l'humanité en fait. Donc c'est un vrai petit ovni dans sa filmographie qui tranche beaucoup avec ce qu'il a fait avant et ce qu'il fera après. Bien qu'on reconnaisse le chara-design des personnages qui est vraiment reconnaissable, on reconnaît vraiment le style de Kawajiri, mais en termes purement d'histoire et de thématique, c'est un truc qui tranche radicalement avec tout ce qu'il a fait avant et tout ce qu'il a fait après, et donc je vous le recommande vivement. Voilà. Bah ouais, c'est une très très bonne recommandation. Ouais, les Phoenix produits dans les années 80, qu'il s'agisse du Rintaro, donc qui est le premier OAV du Kawajiri, le deuxième, et puis même le troisième, qui est peut-être moins réussi, mais faut les voir, hein, clairement. C'est de la grande animation, hein, tout ça. Et de mon côté, la recommandation, ce sera un film à sketch, donc un omnibus, comme on dit, produit par le studio Madhouse, qui se nomme Mani Mani, les histoires du labyrinthe. Si je me trompe pas, ça a été fait en 1987, peu avant Wicked City. Et donc, voilà, c'est constitué de 3 segments qui ont une durée, on dira, de 10 à 20 minutes chacun. 3 segments donc sont réalisés par des génies de l'animation japonaise, puisqu'il s'agit de Rintaro, Katsuhiro Otomo et Kawajiri. Alors le premier segment donc se nomme Labyrinthe. Il est réalisé par Rintaro et c'est une sorte de délire surréaliste, un peu façon Alice au pays des merveilles, avec une petite fille et son chat. Et donc là pour le coup c'est vraiment basé sur une esthétique qui est très baroque, hyper expressionniste, qui joue énormément sur de la distorsion, du psychédélisme. Et la conclusion, qui arrive par contre à la toute fin du métrage, c'est-à-dire que le premier segment, il s'arrête, il laisse place au second puis au troisième, et puis la conclusion du premier segment se retrouve à la toute fin du film. Et cette conclusion, je trouve que c'est une très belle déclaration d'amour au monstre et à tout l'imaginaire qu'il véhicule. Enfin, il y a quelque chose de très touchant là-dedans. Le second segment, c'est celui réalisé par Kawajiri qui se nomme Le Coureur. Alors là, pour le coup, on est encore dans une dimension onirique, mais rien à voir avec le Kawajiri, avec le Rintaro, étant donné que là, il s'agit d'un cauchemar biomécanique
qui se déroule durant une course de bolide futuriste. Et le tout avec un contexte et une narration qui évoquent fortement le film noir, encore une fois. Et donc dans Le Coureur, le personnage principal, c'est un champion de course automobile qui a développé une sorte de relation symbiotique avec son véhicule. Et le sketch raconte sa dernière course, celle où il va outrepasser ses limites, enfin les limites de son corps ainsi que celles de son bolide, avec lequel il est en quelque sorte fusionné, comme je disais. Et ce segment, on peut le définir comme du body horror cyberpunk, et c'est très impressionnant. D'autant plus que Kawajiri ne se contente pas de proposer son lot d'images choc, mais parvient vraiment à donner une impression constante de dynamisme, alors qu'il opte pour une animation qui est très minimaliste. En fait, tout passe par la gestion des lumières, des reflets, des éléments, et par un découpage de malade, et c'est virtuose, vraiment. Et d'ailleurs, une petite remarque, étant donné que Kawajiri est très populaire parmi les geeks américains, je me demande si l'idée de la voiture fantôme que le héros tente de dépasser, c'est une idée qu'on retrouvera aussi dans pas mal de jeux de course. Je me demande si ça n'aurait pas inspiré les sœurs Wachowski sur Speed Racer. Bon, après, par contre, ceci dit, le ton des deux œuvres n'est pas du tout le même, hein. On pourrait même difficilement trouver plus opposé que Le Coureur et Speed Racer. Et c'est très intéressant ce que tu dis, puisque justement, les Wachowski ont été influencés par justement Kawajiri, c'est-à-dire que parmi les références qu'il y avait sur Matrix, et ça c'est même Laurence Fishburne qui raconte l'anecdote, c'est-à-dire que les sœurs Wachowski lui avaient donné à regarder Akira, et à Ghost in the Shell et aussi Ninja Scroll. Et donc bon voilà, et ça se pose là, et notamment je pense aussi au niveau de la gestion des scènes d'action, mais même quand tu regardes justement The Wicked City, la cité interdite, tu peux y voir un condensé de l'imagerie que tu vas retrouver dans Matrix. Mais vraiment, hein. Et donc pourquoi pas en fait au moins qu'elles aient vu Mani Mani, parce que enfin le segment Le Coureur, parce que il y a quand même, pour avoir vu que Speed Racer c'est un de mes films favoris, et c'est vrai que quand j'ai vu Le Coureur, je me suis dit mais attends, enfin il y a quand même des éléments qui y ressemblent, donc en plus vu qu'elles sont fans de son travail, ça ne m'étonnerait pas. Après, pour en revenir sur Kawajiri, dans les années 90, enfin, quand il était assez connu, je me souviens que, encore une fois, sur Ninja Scroll, tu avais Samuel Jackson qui déclare qu'il est un gros fan, justement, de cette OAV, enfin de cette OAV, pardon, enfin de Ninja Scroll. Et, Oui, qui a un film. qui est un film d'animation. Et tu as justement aussi ce qu'il faut savoir. Alors, c'est Leonardo DiCaprio qui en a racheté les droits pour en développer un remake live aux États-Unis, live américain. Alors évidemment, je ne souhaite pas que ça arrive parce que j'en vois pas l'intérêt, mais surtout que ce serait très difficile, non pas tellement en termes d'histoire, mais vraiment plus en termes d'atmosphère, de reproduire, on va dire, un upgrade live. Mais voilà quoi, donc c'était quand même un cinéaste qui avait été quand même repéré. Et aussi autre chose, c'est que La Cité Interdite, il y avait longtemps, il y avait un projet de remake aussi live américain qui était supervisé par Marc Des-IP. Alors ce nom, tout le monde va bien, mais c'est Le réalisateur du magnifique Spawn. Voilà, Spawn, qui voulait en faire un remake live et tout. Et donc voilà, donc en fait, c'est pour tout ça pour vous dire qu'à des degrés divers, Yoshiaki Kawajiri, c'est vraiment un cinéaste de génie qui mériterait vraiment qu'on se repenche dessus, voilà, et d'être redécouvert. Mais après, ce que tu dis, c'est vrai. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de Blade 2, mais Del Toro, sur le tournage de Blade 2, justement, il avait prêté son exemplaire de Ninja Scroll à Wesley Snipes pour que ce dernier le voie et ait une idée plus précise, en fait, de ce que Del Toro comptait de la façon dont Del Toro comptait mettre en scène l'action. Et sur l'influence de Kawajiri sur le cinéma hollywoodien des années 90, je pense aussi à un film qui, pour le coup, je vois de quoi tu vas parler. C'est pas du Wachowski, c'est pas du Del Toro, quoi, loin de là. C'est Johnny Mnemonic de Robert Longo, donc qui est quand même un petit peu foireux, hein, comme film. Mais dans Johnny Mnemonic, au tout début, on a une scène de gunfight qui se déroule dans un intérieur où les murs sont recouverts de vidéoprojections de Monster City de Kawajiri. Donc Voilà, Demon City Shinjuku.
Ouais, c'est ça qui s'appelle aussi Monster City, on le connaît sous plusieurs titres. Et donc pour revenir à Mani Mani, les histoires du labyrinthe, ensuite il y a le troisième segment qui lui est réalisé par Katsuhiro Otomo et qui s'appelle Stopper les travaux. Alors là, c'est encore différent, ça s'inscrit davantage dans une forme d'anticipation à la Asimov. Le récit se déroule sur un chantier automatisé perdu en pleine jungle et on y suit les déboires d'un jeune superviseur de travaux publics qui doit mettre fin au chantier. Mais le souci, c'est que les machines sont devenues incontrôlables. Ici, l'approche, en fait, elle oscille entre un humour qui est à la fois satirique et burlesque et bien sûr du grand spectacle de destruction massive qui annonce ce que Otomo fera sur Akira et Steam Boy. Et Mani Mani, en fait, ben voilà, les trois segments, je les trouve exceptionnels. Comme je disais, ils sont très différents les uns des autres, mais ils témoignent chacun du génie et des spécificités de leurs réalisateurs respectifs. Je pense qu'on peut dire que c'est l'œuvre la plus représentative de ce qui se faisait au studio Madhouse dans les années 80, voire même de tout un pan de la Japanime des années 80-90. Enfin, c'est un film très important et je pense sincèrement que ça fait partie des métrages à voir absolument si on s'intéresse à l'animation japonaise. Donc voilà, ce troisième épisode de la 36e chambre du cinéphage touche à sa fin. Donc comme d'habitude, nous allons nous quitter sur une musique, un extrait de bande originale. Cette fois-ci, le DJ c'est Johan. Donc Johan, qu'as-tu choisi comme morceau pour terminer cet épisode? Eh ben, on va terminer toujours dans l'univers de Yoshiaki Kawajiri, donc avec All Me in Shadow, qui est la chanson du générique de fin de La Cité Interdite. Super choix et je te dis à très bientôt et à très bientôt à nos auditeurs et ben, regardez du Kawajiri, c'est le bien. Et À bientôt. voilà, sur ce, à plus. あなたの寝息をララバイにしてあなたの隣で眠りたい求め合いながらなぜか傷ついた数えきれない夜は忘れて高層ビルもそびえるタワーも今夜は闇を飾るダイヤモンド So hold me please in the shadow こんな寂しい都会の隅田So hold me please in the shadow 息づく愛は誰にも止められない今日まで孤独な世界にいたとあなたに出会って気づいたの閉じたまぶたに触れる唇はどんな痛でも消してくれるよ二度と悲しい夢は見ないわ信じることを